Je fais de tous mon secrétaire privé, cela va sans se dire, à mes côtés, vous apprendrez mieux que dans les livres le mécanisme des passions humaines. Quant à l'affaire pour laquelle vous êtes venu l'autre jour, je me suis informé. Vous aurez quelques papiers à signer que je vous dicterai. Alors, c'est dit. Vous êtes à Meul entièrement à vous, dit Jean-Luc. Les 800 francs donnés par Langon permettaient mal de vivre. 3 semaines s'écoulèrent. Edith n'avait pas quitté l'hôpital, la femme de ménage venait garder l'enfant, Jean-Luc passait la journée entière avec Langon en démarche pour lui. Langon l'envoyait tour à tour chez tous ses amis politiques avec objurgation de trouver quelqu'un qui pût l'aider, prendre sa défense, mais le seul appui qu'il lui donnait était le conseil de démissionner au plus vite. On l'attaquait de toutes parts. Mais lui, pourtant, ne pouvait arriver à mesurer jusqu'à quel point il était haï, abandonné. Il se raccrochait à la moindre parole de pitié répétée par Jean-Luc, souvent inventée par lui. Il a dit qu'il avait de la sympathie pour moi. À ce sentiment, on sait ce qu'en vaut l'aune. Mais quel est le terme exact dont il s'est servi? Attention, mon petit, c'est très important. As-tu l'impression que, vraiment, il avait de la sympathie pour ma personne, mes idées? Crois-tu qu'il soit en mesure de le prouver? Il a peur, oui, je comprends, lui aussi. Mais, enfin, on ne peut pas laisser un homme crever, bon Dieu, pour la faute d'un autre. Est-ce que je suis responsable des vols de Sarlat? Est-ce qu'il m'a demandé conseil? Est-ce que je savais, moi? Mais il faut tenir, répétait-il en saisissant la main de Jean-Luc, n'est-ce pas? Toi, tu as confiance en moi, mon petit. Si tu savais le bien que tu me fais, les 800 francs donnés par Langon permettaient mal de vivre. 3 semaines s'écoulèrent, Edith n'avait pas quitté l'hôpital, la femme de ménage venait garder l'enfant, Jean-Luc passait la journée entière avec Langon en démarche pour lui. Langon l'envoyait tour à tour chez tous ses amis politiques avec objurgation de trouver quelqu'un qui pût l'aider, prendre sa défense, mais le seul appui qu'il lui donnait était le conseil de démissionner au plus vite. On l'attaquait de toutes parts. Mais lui pourtant, ne pouvait arriver à mesurer jusqu'à quel point il était haï, abandonné. Il se raccrochait à la moindre parole de pitié répétée par Jean-Luc, souvent inventée par lui. Il a dit qu'il avait de la sympathie pour moi. À ce sentiment, on sait ce qu'en vaut l'aune. Mais quel est le terme exact dont il s'est servi? Attention, mon petit, c'est très important. As-tu l'impression que, vraiment, il avait de la sympathie pour ma personne, mes idées? Crois-tu qu'il soit en mesure de le prouver? Il a peur, oui, je comprends, lui aussi. Mais, enfin, on ne peut pas laisser un homme crever, bon Dieu, pour la faute d'un autre. Est-ce que je suis responsable des vols de Sarlat? Est-ce qu'il m'a demandé conseil? Et c'est que je savais, moi? Mais il faut tenir, répétait-il en saisissant la main de Jean-Luc, n'est-ce pas? Toi, tu as confiance en moi, mon petit. Si t'étais savais le bien que tu me fais.
Ah non, yo fais le salon. Poussez la poubelle ou quoi? Quelle poubelle? Ah non. Non, pas trop. Mais je vais bientôt ranger, faut pas vous affoler. Hein. Là, je suis dans mon trou. Je suis dans ma caverne. Je suis dans ma caverne. C'est pour... Il y en a partout, 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 partout. Faut que je sois... Si c'est pas le bazar, c'est pas bon. Et je l'ai fait l'ananas. Oui, bah l'ananas c'est bien. Ah super, super, Oui, super. c'est Bon, fait. de toute façon, Lucia, on va partir à Carnac le 19 avril. Donc là, vous allez avoir du temps. Hein. Ah oui. Hein, voilà. C'est ça que je réfléchis tout à l'heure Ouais. pour faire beaucoup de choses. Parce que... Voilà, 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 voilà. Non, je fais le salon, la cuisine. Voilà, comme voilà, vous voilà, d'habitude. voilà, voilà, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Bon, allez, on va continuer. La peau du personnage et ne charge jamais le trait. Pourtant, Jean-Luc voyait clairement en lui l'habitué des foules, celui qui, pendant des années, a souffert en public, donné son cœur, clamé son indignation et ses haines, et qui, en face de lui-même, n'est jamais seul, mais entouré d'une invisible multitude. Il revint vers Jean-Luc. Voilà, je suis abandonné de tous, maintenant, je suis là, murmura Jean-Luc, et le secret battement de son cœur lui donna un accent de sourde émotion qui frappa Langon. Ah mon pauvre enfant, soupira-t-il. Il demeura un instant silencieux. Ce que tu, pourtant, fit Jean-Luc, c'était un homme qui vous ressemblait si peu, qui paraissait si peu répondre à ce que vous demandez des hommes. Je ne demande qu'une chose, dit Langon avec simplicité, un absolu dévouement, et pas à moi, mon enfant, croyez-le, pas à moi, mais à mes idées. Vous pouvez disposer de moi, dit doucement Jean-Luc. Langon hésita un instant, puis il eut un geste désemparé. Oui, mais attention, Cotus s'occupait de tout. J'avais besoin de lui à chaque instant. Pourriez-vous te donner ainsi tout votre temps? Certes, je le pourrais. Écoutez-moi, dit Langon. Soyons précis et même un peu secs. Il est exact que vous pouvez me rendre mon côté, je ne puis vous offrir service. Moi, de actuellement que le salaire le plus modeste, 800 francs par mois. Si cela vous convient, je fais de tous mon secrétaire privé, cela va sans dire, à mes côtés, vous apprendrez mieux que dans les livres le mécanisme des passions humaines. Quant à l'affaire pour laquelle vous êtes venu l'autre jour, je me suis informé. Vous aurez quelques papiers à signer que je vous dicterai. Alors, c'est dit. Vous êtes à Meul entièrement à vous, dit Jean-Luc. Les 800 francs donnés par Langon permettaient mal de vivre. 3 semaines s'écoulèrent. Edith n'avait pas quitté l'hôpital, la femme de ménage venait garder l'enfant. Jean-Luc passait la journée entière avec Langon en démarche pour lui. Langon l'envoyait tour à tour chez tous ses amis politiques avec objurgation de trouver quelqu'un qui pût l'aider, prendre sa défense, mais le seul appui qu'il lui donnait était le conseil de démissionner au plus vite. On l'attaquait de toutes parts. Mais lui, pourtant, ne pouvait arriver à mesurer jusqu'à quel point il était haï, abandonné. Il se raccrochait à la moindre parole de pitié répétée par Jean-Luc, souvent inventée par lui. Il a dit qu'il avait de la sympathie pour moi. Point. À ce sentiment, on sait ce qu'en vaut l'aune. Mais quel est le terme exact dont il s'est servi? Point. Attention, mon petit, c'est très important. As-tu l'impression que,
Vraiment, il avait de la sympathie pour ma personne, mes idées, crois-tu qu'il soit en mesure de le prouver? Point. Il a peur, oui, je comprends, lui aussi. Mais, enfin, on ne peut pas laisser un homme crever, bon Dieu, pour la faute d'un autre. Est-ce que je suis responsable des vols de Sarlat? Point. Est-ce qu'il m'a demandé conseil? Point. Est-ce que je savais? Moi? Point. Mais il faut tenir, répétait-il en saisissant la main de Jean-Luc. N'est-ce pas? Point. Toi, tu as confiance en moi, mon petit. Si tu savais le bien que tu me fais, les 800 francs donnés par Langon permettaient mal de vivre. 3 semaines s'écoulèrent, Edith n'avait pas quitté l'hôpital, la femme de ménage venait garder l'enfant, Jean-Luc passait la journée entière avec Langon en démarche pour lui. Langon l'envoyait tour à tour chez tous ses amis politiques avec objurgation de trouver quelqu'un qui pût l'aider, prendre sa défense, mais le seul appui qu'il lui donnait était le conseil de démissionner au plus vite. On l'attaquait de toutes parts, mais lui pourtant ne pouvait arriver à mesurer jusqu'à quel point il était haï, abandonné. Il se raccrochait à la moindre parole de pitié répétée par Jean-Luc, souvent inventée par lui. Il a dit qu'il avait de la sympathie pour moi. Point. À ce sentiment, on sait ce qu'en vaut l'aune. Mais quel est le terme exact dont il s'est servi? Point. Attention, mon petit, c'est très important. As-tu l'impression que, vraiment, il avait de la sympathie pour ma personne, mes idées? Crois-tu qu'il soit en mesure de le prouver? Point. Il a peur, oui, je comprends, lui aussi. Mais, enfin, on ne peut pas laisser un homme crever, bon Dieu, pour la faute d'un autre. Est-ce que je suis responsable des vols de Sarlat? Point. Est-ce qu'il m'a demandé conseil? Point. Et c'est que je savais, moi? Point. Mais il faut tenir, répétait-il en saisissant la main de Jean-Luc. N'est-ce pas? Point. Toi, tu as confiance en moi, mon petit. Si t'étais savais le bien que tu me fais.
Mais il faut tenir, répétait-il en saisissant la main de Jean-Luc, n'est-ce pas point. Toi, tu as confiance en moi, mon petit. Si t'étais savais le bien que tu me fais, que t'employais à galva toute l'énergie de Jean-I, UCTF nisait cette nature nerveuse qui se relevait qu'elle tombait, qui était capable du plus grand voix outrage, mais par il coup, et que soutenait est quel être au monde, si son deltmi ou un ration de n'importe qu'il fût là, à ses côtés, qu'il répéta, votre volonté, votre puissance de travail, votre intelligence, votre âme de chef, non qu'il y crût implicitement, mais l'accent de certaines louanges lui était nécessaire pour l'exciter à l'action. Cependant, quand Jean-Luc eut fait le tour des amis de Langon, il songea à ses adversaires, on ne se défend bien qu'en attaquant. Or, la position de Langon à l'intérieur de son propre parti était désespérée. Il ne pouvait que s'en séparer avec éclat. Armand Le Sourd ne voulait pas de mal à Langon personnellement, que le parti tombât en sacrifiant Langon, ou par Langon lui-même, lui était indifférent. Il fallait obtenir d'Armand Le Sourd qu'il aidât son ancien ennemi, tandis que celui-ci flétrirait la politique de son parti et romprait l'union du militaire. Jean-Luc, par l'entremise de Cotu, s'employa à rapprocher les deux hommes. Le jeu le passionnait, les pions étaient des hommes vivants, et il fallait se servir de leur faiblesse, de leur vanité, de leur haine, de leur peur. Il fallait les rassurer, les flatter, les inquiéter tour à tour. Et son propre but paraissait atteint, on le connaissait, on s'habituait aux traits de son visage, aux syllabes de son nom. On disait, demandez donc à Daguerre, et Daguerre arrangera cela, à Langon. Il était indispensable parce qu'il était là, parce qu'il comprenait tout d'un mouvement de lèvres, d'un signe de la main. Comme il s'attachait vite, ces hommes, ils semblaient créés pour nourrir et élever leurs futurs rivaux, leurs ennemis. L'habitude de vivre public, en représentation perpétue qu'LCS incitait à donner non pas leur confiance, mais les PS centilitres une camaraderie consciente, mais cela estiplifit nicht, Jean Annucé. Ses journées s'écoulaient en démarches, en coups de téléphone, en palabrins, soir-lard, il remplirait retrouvait les sombres petites clients ou l'enfant mal soigné. Quand Jean-Luc voyait cet enfant et la femme de ménage avec son sale taille bleue et son air d'humble bête, il ressentait plus de remords qu'en apercevant Edith sur son lit d'hôpital. Edith ne méritait aucune pitié, mais cet enfant, et pourtant, il ne voulait pas songer à cela. Le don de soi à qui que ce fût, à un être ou à une idée, était la plus triste des erreurs. Le vieux Daguerre n'avait-il pas été le meilleur et le plus tendre des pères point? Qu'avait-il fait point? Rien. Il les avait laissés pauvres, seuls. Hélas, il n'y avait plus de paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Une nuit, l'enfant tomba malade. Jean-Luc était rentré tard, avait trouvé l'enfant réveillé, brûlant de fièvre, couché sur les genoux de la femme de ménage, roulé dans les plis du vieux tablier bleu qu'il enfonçait dans sa bouche. De nouveau, la course dans les rues pour trouver un médecin, une pharmacie ouverte, de nouveau l'angoisse, mêlée, cette fois-ci, à une pitié profonde, presque insupportable. Le médecin recommanda des bains, donna une longue liste de prescriptions, un régime que Jean-Luc ne pourrait pas surveiller, puisque la mère était absente, et lui hors de la maison tout le jour. Cependant, Jean-Luc fit chauffer de l'eau, remplit la petite baignoire qu'il avait traînée dans la cuisine, et plongea l'enfant de main maladroite. La femme était debout à ses côtés, à demi endormie, les bras ballants, le regardant fatigué sans songer à l'aider. L'enfant hurla d'abord, se débattit. L'eau se répandait sur le plancher, sur les vêtements de Jean-Luc. Une petite ampoule à demi 116 L à 1,11, 11100, un sutin MOS sur un OAONAO 1,1 11 mars puis en juin, MOS AUNR 1111, NNUMO 9 UPR 19 Lurjuo 1,1 CN 0 INU Anildriasi Osriku OS Piol Repuo USA, Linus Wasselnoa 1111 UO9 TP 9 SAUNI, IIC 3111, un UPJL Oceanio INEOS Surpinod Psnis Silteni Eurot, T11 anode le plus haut au point le tien los oil, Liotsa de UPNL Urofro Aeolulino et CD à tuir joueur phare et el Regno Aurioloios Moode. Team 04 à 1 la 3 zone Siosto 1111 Nucluliokus Auritur Puodoprio Rulurgiolop ONBN Taprivambo Irino Uitozok Nol Renupen Bewed STRW Noture. Pelio
nodo anon injusudio x nuanoco ici lune fune palu oio du CUSAP 8 VJD, 1 O, Petsojo UNJ 11, l'urju au lopo haute crsiot soit SNJDTU ladri. UFNR OGIOS notuo eolne sur l'urno tuo WOXUS 14 nol trait imo XT1 OADLI 3 USOS 10 O et USIA EOS AGLI NR NEO, un nol OE accent circonflexe et crioslot nuol intui noari l'uraf OSL jujo soit SNJD un rofnoc ou snip pour l'urjuoj. L'urgwosh kpech puneo sur pola WN iriolo inosine se inj se priozol noch 13 JNL nod l'UGO NB pofie aux opn pul %, el pechpou, itira ui antiofa et PSMS antiopu, fi PSINB olutio joapo AL2, S isinde ipsiti VUOD SLALT 1111.114 SCH OD 111 K 1111, 1,1 U, 111, M 111 I 11111 litres. S1, 11, Yimilis, 1, 11A, 11.11 Ilui ULL, Valskxauo et Sualutesti, idinul 11 Lidritua fixi IDJD Olfissin LN Utuiteki, Esreos UD 1111, 1.1, 1, ITT, UTILT 11, 9 secondes OS Ulas à l'intérieur Tunito NR, MINS 1 111 101 JSUTIEJ 9.11 l'UAP LUPLU ADITOMOA, SIT, DAS, LITITI SOLES 91 LNOSIO 4, LP QSAI TERM 0919, 111 emplissait son cœur. Mais il l'écartait, il le repoussait de toutes ses forces. Quoi point. Unipi, je ne suis pas une femme, TLN enfant, qu'est-ce que c'est-elle elle y en aura d'autres? Si mais non, l'enfant vivrait. À vite. Ville de l'argent. S'il avait accepté la transaction offerte par Cotu, il aurait eu assez d'argent pour bien soigner ce misérable petit, pour soigner Edith, sa femme, malgré tout. Ne lui devait-il rien point. Il serra les dents non. Rien. C'est là, elle savait cesser qu'elle faisait. Je ne suis pas responsable d'elle, et puis, que pouvait-il faire maintenant point? Il ne pouvait pas retourner en arrière. Le mal était fait, et même si point. Mais non point. Tout son corps sembla se raidir dans le refus de se soumettre à cet enfant, à ce devoir imaginaire, dans ce refus d'accepter. Cependant, l'heure fixée par le médecin pour sortir l'enfant du bain venait de sonner. Il tenta vainement d'éveiller la femme. Assise sur sa chaise, le menton touchant la poitrine, une couronne de cheveux gris en désordre sur sa tête, elle dormait, assommée de fatigue et son ronflement ressemblait à un râle. Jean-Luc sortit l'enfant du bain, le sécha, le coucha comme on lui avait recommandé de le faire. Elle gémissait doucement, pauvre petite larve. De ses mains malhabiles, il arrangea les couvertures, puis, timidement, caressa la joue du petit, qui pleura plus fort. Jean-Luc le laissa, se jeta sur le canapé où il couchait, dans la salle à manger voisine, et bientôt les souvenirs de la journée seuls existèrent pour lui. Que ferait Langon point? Que dirait le sourd point? Si le ministère tombait, Langon ferait partie du prochain gouvernement, il y entrerait en triomphateur, et lui, Jean-Luc, sa carrière serait faite. Langon, pourtant, devait être ingrat, mais ce sera à moi d'empêcher son ingratitude, songea Jean-Luc. Je sais tant de choses. Non, tout ira bien, tout s'accomplira sans 18. Longtemps il s'agita parmi les draps défaits, froid enfin s'endormit. L'enfant guérit, mais, cette nuit-là, Jean-Luc avait réussi à étouffer en lui les derniers mouvements de sa jeunesse. 19 Jean-Luc n'avait pas revu Dourdan. Un soir comme Calixte Langon l'avait exceptionnellement rendu libre plus tôt qu'à l'ordinaire, il rentrait à 10 heures du soir, lorsqu'il trouva chez lui une femme qui l'attendait. Edith était revenue la veille de l'hôpital, mais elle devait rester couchée encore. La femme était seule, assise dans la petite salle à manger. Elle se leva en voyant entrer Jean-Luc. « Je viens de la part de Dourdan. Je suis Marie Bélanger. » M'avait reconnu aussitôt, mais elle le déçut. Elle était de petite taille, fragile, avec un corps mince, un visage sans un atome de fard, très pâle, presque décoloré. Elle était vêtue simplement, pauvrement même, d'une jupe noire et d'une courte jaquette de fourrure usée, au bord roussi. Elle portait un béret noir qu'elle ôta d'un mouvement d'impatience, et il reconnut alors la coiffure du portrait, ses cheveux clairs, un peu longs, touchant le cou mince, ce qu'il appelait une coiffure d'archange. Il lui fit signe de s'asseoir. Dans la chambre voisine, l'enfant pleurait.
Jean-Luc ressentait cette oppression, cette tristesse irritée que l'atmosphère de la maison éveillait toujours en lui. Il dit brusquement, « Il est impossible de s'entendre ici. Venez avec moi dans un café quelconque, n'importe où. Vous pourrez me parler. » Elle l'arrêta. « 12, quoi, des faux ?» dit-elle. « J'avais bien vu qu'il s'était procuré de l'argent. Je n'avais pas deviné, ni même soupçonné cela. Si j'avais su, mon Dieu, il a été arrêté ce matin, et il n'a personne au monde. Vous seul, vous êtes son ami. Voyez comme je visse, dit Jean-Luc en montrant la petite chambre sombre, les meubles misérables, où pourrais-je me procurer 50 000 francs? Elle le regarda profondément, puis courba les épaules, saisit un vieux petit sac noir, jeté sur la table, ouvrit la porte. Oui, sans doute. Pardonnez-moi, je ne savais plus à quelle porte frapper. Elle dit encore, il est perdu. Il fit un mouvement pour la retenir, mais, déjà, elle avait disparu. Il s'approcha de la fenêtre, la regarda traverser la rue. Elle marchait très vite. Elle parut happée par l'ombre, au coin de la rue. Il ressentait la faiblesse et l'effroi d'un homme qui, debout sur la rive, voit un être humain se débattre dans l'eau, sans pouvoir l'aider. Il était impossible, pourtant, de ne pas le tenter. Il était impossible d'abandonner Dourdan. Mais que pouvait-il faire? Mon Dieu, il songea, par Langon, peut-être, mais jamais Langon ne consentirait à s'intéresser à un homme passible de la prison. Il savait trop bien que l'on était l'affût du moindre de ses actes. Ft. Jean-Luc, lui-même, pour le jeu qu'il jouait, devait prendre garde à chaque pas. Lentement, il revint auprès d'I.H., se coucha, ses lendemains, il songea encore à Dourdan, voulut aller le voir, trouver un avocat. Puis, il eut peur. La moindre démarche pouvait le compromettre et Langon par ricochet. Le temps passait. Il abandonna Dourdan à son sort. Ce ne fut que quelques mois plus tard, au moment du procès, qu'il le revit. Ce jour-là, Langon devait répondre enfin aux interpellations déposées sur le bureau de la Chambre, touchant le scandale Sarlat. Jean-Luc avait écrit le discours de Langon. Le ministre s'était contenté d'en indiquer les grandes lignes. C'était là le travail d'un chef, le reste n'était que broutille, digne de subordonnés. Jean-Luc avait également mené toutes les conversations préliminaires qui faisaient de la séance du lendemain un drame dont le scénario était bâti d'avance, mais dont le dénouement restait soumis aux caprices, aux réactions imprévisibles d'une foule. Quelques heures avant la séance de la Chambre, Jean-Luc entra au palais de justice, où le sort de Dourdan se jouait devant des bancs vides. Dourdan était défendu par un avocat d'origine étrangère, désigné d'office, qui parlait à peine le français. Il fut condamné à 5 ans de prison à un tribune de la Chanibre contre Kneckner entre leurs colonnes. Union immobile qui attendait ces grands ténors avec un silencieux. Il était sensible bien moins à la précision, à la profondeur des paroles qu'à l'accent, la voix humaine, la beauté d'un mot. 1111 mouvements. D'un cri nuage la salle était vide encore, les statues, les niches blanches, les colonnes de stuc étaient entourées de draperies rouges dont la couleur n'évoquait plus le sang, jet des révolutions, mais uniquement la pourpre et la pompe des théâtres. Le public des hautes galeries disait avec une expression de curiosité amusée, « Aujourd'hui, Calixte Langon parlera des affaires de la banque Sarlat. Il est très compromis. L'avez-vous entendu? Il est bien. » Dehors c'était un crépuscule de janvier, en avance sur la saison, un vent de printemps, un vent sauvage soufflait sur les quais où Jean-Luc avait marché au sortir du palais de justice. Il gardait sur ses joues brûlantes la morsure de cet air froid et pur. Il avait cédé sa place à un vieil homme et il se tenait debout, serré contre la colonne. Du haut de cette extraordinaire machine qu'était la tribune de l'orateur, surmontée de cet échafaudage aérien où planait préside de la Chambre, Calixte Langon allait faire entendre des paroles que lui, Jean-Luc, avait préparées. Il allait jouer son rôle dans une partition que lui, Jean-Luc, avait orchestrée. Elle serait la fin du spectacle. Le triomphe de la vedette, ou sa disparition, son escamotage défièrent les coulisses, sa ruine et sa mort. Le destin de Calixte Langon était balancé entre le S-d'office où Jean-Luc avait pénétré aujourd'hui, et de la Chambre et le palais de justice. Si tout marchait mal, il était hors de doute que Calixte Langon connaîtrait lui aussi la petite salle froide des assises, la place même où, tout à l'heure, Dourdan. Jean-Luc secoua la tête. Il ne fallait pas penser à Dourdan. C'était proprement intolérable. Il fallait donner toute sa passion, toute son attention à ceci,
à ce qui allait se passer aujourd'hui, à ce qui commençait à s'accomplir, à un signal qu'il n'avait pas entendu. La fosse, à ses pieds, s'était remplie par tous les côtés à la fois, par toutes les issues, par toutes les travées montaient des hommes. En un instant, sur les banquettes rouges, l'Assemblée des députés, la figuration avait pris sa place. Leurs visages exprimaient une attention vague, une certaine lassitude. Pendant leur législature, ils avaient entendu tellement de discours, joué leur partie dans tant de pièces, que la nouveauté de la sensation s'était émoussée. Pourtant, ils se préparaient à tenir convenablement leur rôle. Quand Langon parut, quand il monta à la tribune, entouré de la haie vivante que formaient les huissiers à chaîne, et, en face, les sténographes et les journalistes, les députés l'accueillirent par cet admirable grondement, sourd et profond, qui monte des entrailles d'une foule et semble satisfaire en l'homme un instinct musical. Comme aux premières mesures de l'orchestre, comprenant que le spectacle était commencé, le public se pencha en avant avec un frémissement de plaisir. Langon, presque aussitôt, attaqua. Le murmure qui montait de la salle soulignait chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Jean-Luc écoutait, fasciné, le merveilleux acteur. Comme il jouait de sa voix, de son visage, de sa sincérité. Peut-être eût-on pu lui reprocher un peu trop centilitre ainsi lisse, un effort inutile ni à l'acoustique sur des phrases qui portent à l'NTSSI le diapason Dretziner de la voix était mauvaise, humaine devait être haussée, et, eux-mêmes, les paroles avaient été si souvent emploisies par des acteurs différents qu'elles s'étaient quelque sorte, qu'elles avaient perdu leur significité, f. N'ayant un litre fallait les orner d'un accent pathétique ou faux l'ironie. Comme on a écouté maintenant, il avait commencé à attaquer la politique de son reparu, doucement, par petites phrases prudentes, et RPE ceux qui n'étaient pas dans le jeu hésitaient, attendaient, craignant le venin du serpent caché sous les fleurs. Par moments, de courts applaudissements partaient du camp des adversaires et s'arrêtaient aussitôt, car ils ne savaient pas bien encore où Langon voulait en venir. Était-il vraiment décidé d'abandonner les siens? Était-ce une feinte habile? Langon les laissait attendre, pantelés. Mais voici que la voix se haussait, laissait tomber sur la foule des périodes oratoires que Jean-Luc lui-même avait écrites, qu'il ne reconnaissait pas. Ce Calixte Langon, si piètre en robe de chambre et en pantoufles, comme il paraissait changer tout à coup. Peu à peu, Jean-Luc oubliait le Calixte Langon qui était le sien, pour y voir que le personnage public, offert en spectacle. C'était une étrange sensation. Il avait commencé par connaître cet homme dans sa petitesse, dans sa faiblesse, et voici qu'il le revoyait grandi par le prestige qui s'attache à un nom, à des traits connus, par l'attention de ses pairs, par le silence et l'immobilité de cette foule qui l'écoutait. Langon avait repoussé brusquement les dossiers placés devant lui, il était descendu de la tribune, et maintenant, il improvisait, on se laissait aller l'audace, à l'ironie, au sarcasme, il flétrissait ses adversaires et les flattait tour à tour. Par moments, Lydie, l'impa l'accent ardent, presque religieux avec non et certains mots tels que liberté, progrès, faisait frémir non seulement la folle Jean-Luc lui-même d'une émotion en quelque sorte charnelle, attachée moins à la signification des mots à leur contenu, qu'à la vibration de la voix fiable d'une seule parole. Calixte Langon avait écarté une accusation portée contre lui. De son innocence Jean-Luc avait accumulé les preuves, mais lui, d'un surinstinct, les négligeait, les méprisait, les rendait, c'est non par des chiffres ou des paroles précises, mais par l'envol lyrique, l'éclat. Aux protestations, il répondait en élevant la voix de telle sorte qu'elle couvrait sans effort apparent les clameurs de la salle, et cela excitait l'admiration comme le fait la qualité physique d'une voix d'acteur, qui monte jusqu'au plus haut registre avec facilité et grâce, comme en se jouant. Maintenant, il pouvait se permettre de les laisser crier, car il était sûr de les reprendre en main quand il le voudrait. Il souffla, les regarda à ses pieds, les amis de la veille, les rivaux, les jaloux, les indifférents, tous ceux qui l'avaient abandonné. La houle des cris venait s'abattre contre lui. Les éclats de rire, ironiques, éclatants, les a gagnés de proche en proche et secouaient les bancs jusqu'à une seule ligne invisible, comme tirée au cordeau, et au-delà éclataient les applaudissements furieux. Jean-Luc songeait que c'était là leur force, une force effrayante qu'il ne fallait pas méconnaître et qui consistait à faire nombre, à faire bloc. Était-ce bien lui qui avait ordonné cette multitude? Mais non, il n'était que l'auteur obscur.
Tout le mérite revenait à l'incomparable interprète qui, maintenant, parlait de nouveau, sans fatigue apparente, parlait de soi, de sa vie, de son sœur. Dans sa voix passaient des notes hystériques comme s'il avait peine tenir ses larmes, mais comme si au lieu de renter ou honte, il allait les laisser couler, au contraire, ruisseler aux yeux de tous. D'un grand geste des bras écartés, puis refermés sur la poitrine, il montrait la place du cœur, ses douleurs, ses épreuves et la pureté de ses intentions. Cela, c'était le dernier trait, l'ovation éclatait. C'était le triomphe. Calixte Langon, entouré d'amis, quittait la tribune, titubant, rayonnant. Le spectacle était achevé, il ne restait que la formalité qui consistait à renverser le ministère, à donner à Calixte Langon un portefeuille dans celui qu'allaient former ses anciens adversaires, à pourvoir Jean-Luc d'un poste de chef de cabinet. Le monde, enfin, offrait une issue par laquelle on pouvait pénétrer, une porte que l'on pouvait forcer 4 ans plus tard. Jean-Luc, qui n'avait pas revu, depuis l'époque de son mariage, la famille de son père, vint passer quelques heures au Vésinet. La maison allait être mise en vente. Claudine venait d'épouser un avocat de Riom. Sa mère et son frère vivraient avec elle. La pension de famille n'avait pas été un succès. Le pavillon était délabré, sombre, presque en ruine. Dans le salon du bas, où la famille réunie attendait Jean-Luc, une faible odeur de cuisine se mêlait à ce relent de pluie, de moisissure, de salpêtre, qui semblait la respiration même des vieux murs. C'était le commencement du printemps, une aigre, incertaine saison. Comme autrefois, les meubles de jardin étaient rangés dans les pièces du bas. Les boules verdies du jeu de croquet roulaient sous les pieds. À la place préférée de Jean-Luc, devant la fenêtre, là où on entendait le bruit des autos sur la route, le sifflement lointain du train, là où le souffle du monde extérieur pénétrait dans la chambre étouffante et close, un autre garçon, José, attendait à son tour une heure, un instant de chance. Il avait 17 ans. Il n'avait connu que le lycée et cette maison affreuse à ses yeux dans la solitude de l'hiver, plus affreuse encore quand l'été ramenait les rares pensionnaires. C'était un garçon maigre et grandi trop vite, avec de beaux traits, des cheveux sombres et ce front des daguernes que les sourcils froncés creusaient d'une barre fine et droite, et qui semblait une marque même de la famille, transmise par Laurent Daguerne à ses fils. Les femmes cousaient, les faibles rayons du jour passaient entre les branches des sapins noirs, Claudine était enceinte, heureuse et grasse, Mathilde aussi maigre et droite qu'avant. Elles parlaient entre elles et leur voix tantôt s'abaissait jusqu'au chuchotement, tantôt s'élevait jusqu'au diapason de la plus vive querelle, alors qu'il n'était question que de fil à broder ou de la couleur d'un bavoir. Oh, ne plus les voir, ne plus les entendre, songeait José. Partir, quel rêve, mais pas vers ce sombre Riom. Vivre à Paris, vivre seul à Paris, vivre enfin. Jean-Luc, comme lui-même, avait été seul, sans argent, sans appui, et il avait su dominer les hommes, faire un brillant mariage, arriver. Pourquoi pas moi, pensait José. Du krach de la banque Sarlat et de la période de misère que Jean-Luc avait traversée, il savait peu de choses. Maintenant, disait-on, Jean-Luc était riche, influent, protégé par Calixte Langon. Il avait accompli ce tour de force de se hisser hors de la vie quotidienne, de ne plus connaître le travail harassant, les gains misérables, l'incertitude, tout ce qui était le lot de ceux que José connaissait, tout ce qui serait son propre lot certes, s'il suivait sa mère à Riom, son pain était assuré. Mais ce n'est pas assez, non, ce n'est pas assez, songeait-il, en pressant son visage contre la vitre, en fermant à demi les yeux pour mieux suivre son rêve. On offrait à José une place de clerc de notaire chez un ami de son beau-frère. Non, jamais, jamais. Travailler, patienter, souffrir, oui, mais pour un but enviable, brillant, pour la richesse, le pouvoir, et non pas donner sa vie en échange du morceau de pain sec qu'on lui promettait. On savait bien qu'il lui fallait rouerie, et à sa mairie, aider sa mère. Lui avait-elle assez répété « Je n'ai que toi », ce qui signifiait qu'il fallait se sacner trouver une place au plus vite, parce qu'il y avait la nourrir point. Noël, il y avait tant de force en J, tant de courage, mais pour lui seul, on était jeune. Il ne voulait pas perdre sa vie pour elle, songea. Jamais je ne partirai point, ne supplierai Jean-Luc, il ne s'est jamais soucié de moi. Mais qui sait, Todd lui, est facile maintenant. Il a un nom, des relations. Il est servi de son beau-père en son temps. Moi,
Je ne servirai de. Il cherchait à retrouver dans son souvenir les traits de son frère. Il ne revoyait de lui que des images différentes qui, ajoutées l'une à l'autre, se corrigeant une par l'autre, formaient un Jean-Luc éloigné de la réalité visible, mais proche, peut-être, de la réalité intérieure. Un adolescent errant dans le jardin gorgé de pluie, tête nue, enfonçant ses mains dans les poches d'un vieil imperméable verdi. Un tôt jeune homme au visage contracté, ardent, défiant, dur jusque dans le sommeil. Pendant les nuits d'été, ils avaient partagé la même chambre. José se rappelait ce corps demi-nu, impatient, qui repoussait les draps. Au lui ressemblait. Comment avait-il su, lui, le petit Daguerre, sans relation, sans argent, sans aide, conquérir Edith Sarlat, devenir le familier de Calixte Langon, de tous ces hommes qui décidaient du sort du monde, de la paix, de la guerre. Certes, à ses yeux, comme à ceux de tous les jeunes, les parlementaires n'avaient guère de prestige. Mais, maintenant que la finance chancelante avait perdu la face, la forme la plus visible du pouvoir était, malgré tout, entre leurs mains. Comme Jean-Luc avait su le comprendre, comme il avait su se servir des hommes. Sa carrière ne faisait que commencer, mais, pour José, elle paraissait déjà accomplie. Le plus dur, songeait-il, comme Jean-Luc l'avait songé avant lui, le plus dur était de forcer les barrières que Camonde et les ventres 33 ses biens et les désirs de la jeunesse. Apris, tout dit bien, tout serait facile. Ressemblait caca surpassé. Son admiration pour René avait un caractère, hic mela, cil, rime river, l'eau, ardente. Il retint jour lui, un i, URT,1,11 réussi podtopageant antica DEJ, tantotli, S, I30 ans 16 trémène un O1. On annultin, 111 d'Imerli, 111. Il y mit la lampe. La lumière projeta sur la vitre ruig visage de José, et, dans le fond de la pièce, orne du de femme sous la bajour jaune. Mathilde dit tout à coup, répondant à ses pensées, je ne lui ai jamais rien demandé. Dieu sait pourtant que la vie n'a pas été facile après la mort de ton pauvre papa. Mais José est son frère, elle ne peut pas se désintéresser complètement du sort de son frère. Tu es naïve, maman, dit Claudine avec un sec petit éclat de rire. Il ne s'est jamais soucié de nous, on ne va pas commencer. Mais ce qui me dépasse, c'est cette admiration qu'il a réussi à t'inspirer. Pourquoi? Il est chef de cabinet de Calixte Langon, autant dire un secrétaire, un subalterne. Il a de l'argent. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas difficile d'avoir de l'argent quand on a épousé 1111e tiers KHC. Mais Cacrac Sarlat, et ses quatre queues Jean la ruine notamment, ATN, Hitlerta, 1000. Tout cela est du bluff. Il a du Denis, QE tu fille grosse dot. Quant à la carrière politique, je tire Luc, laisse-moi rire. Il n'est même pas le pu, on se peut le devenir. Il magme que ces tactiques but Maurice s'est présenté au 4, un pied 11 n'a pas été élu, dit Yandine, L, T, L8 du lasser bien et les désirs de la jeunesse. Après, tout serait bien, tout serait facile. Ressemblait-il Jean-Luc, il le surpassait. Son admiration pour l'aîné avait les caractères de Denis, mêlés ceux d'une rivalité ardente intercée. Un jour, lui, José lui, Aglicrne qui réussit. Quoi pas cette Jean éthique a déjà 30 ans, son Kalel NTR, NTE, c'est vieux. Moi, on n'y voit plus, Lisa Milsé, allume la lampe. La lumière projeta sur la vitre obscurcie le visage de José, dans le fond de la pièce, l'ombre des deux femmes sous la bajour jaune. Mathilde dit tout à coup, répondant à ses pensées, je ne lui ai jamais rien demandé. Dieu sait pourtant que la vie n'a pas été facile après la mort de ton pauvre papa. Mais José et son frère 11 ne peut pas se désintéresser complètement du sort de son frère. Tu es naïve, maman, dit Claudine avec un sec petit éclat de rire. Il ne s'est jamais soucié de nous. IA ne va pas commencer. Mais ce qui me dépasse, c'est cette admiration qu'il a réussi à t'inspirer. Pourquoi? Il est chef de cabinet de Calixte Langon. Autant dire un secrétaire, un subalterne. Il a de l'argent. Ce n'est pas étonnant. Il n'est pas difficile d'avoir de l'argent quand on a épousé une fille riche. Mais le crack Sarlat, est-ce que ces gens la ruinent jamais leur famille? Tout cela est du bluff. Il a dû donner à Edith une grosse dot. Quant à la carrière politique de Jean-Luc, laisse-moi rire. Il n'est mamie peut le devenir, tu l'imagines que c'est facile? Tu sais Billy que Maurice s'est présenté aux dernières élections, et qu'il n'a pas été élu, dit Claudine,
avec l'accent de la tendresse conjugale, faite de fierté presque maternelle pour l'homme aimé et de féroce mépris pour le reste de l'univers. Maurice, si intelligent, si éloquent, si distingué, et c'est petit, c'est insignifiant Jean-Luc. Il n'est grand homme qu'à tes yeux, maman. Tu t'en laisses si facilement compte, c'est ton Maurice qui a de moi cette opinion, je m'en suis souvent laissé con, fit Mathilde Daguerne, avec ce petit sifflement vipérin des lèvres, dont les femmes se servent dans les querelles familiales. Tiens, passe-moi les ciseaux. Ils sont là, ils te crèvent les yeux, j'ai voulu dire que tu manques d'expérience. Et tu as, naturellement, de l'expérience, tu me fais rire. Je me contente de répéter ce que dit Maurice. Naturellement, tu es jalouse de Jean-Luc, et en même temps, tu espères qu'il pourra servir José. Mais ça, laisse-moi te dire une fois de plus que tu es naïve, tu ferais mieux de compter sur Maurice. D'ailleurs, tu ne manques pas de te servir de Maurice, ça, je te l'accorde, mais ton admiration va à ceux qui ne font rien pour toi. Oh assez, assez. Taisez-vous, murmura José, mais elle n'écoutait pas. Il ouvrit la fenêtre, se pencha au dehors. Fuir, leur échapper. Les voix perçantes le poursuivaient. Il songea à Edith, entrevue 4 ans auparavant, le jour du mariage de Jean-Luc. Qu'elle était belle. Mais les femmes, et les plus belles, il y en avait tellement aujourd'hui. Elles étaient si faciles. Elles étaient si accessibles. Cela seul qui est loin, hors d'atteinte, irrite le désir. L'ambition satisfaite, l'argent, cela ne valait pas, comme autrefois, pour obtenir l'amour des femmes, mais pour soi seul, pour sa propre vertu. Une voiture, comme celle qui avançait maintenant sur la route, une belle et silencieuse voiture, cela excitait la convoitise bien plus que ne l'est la plus belle femme au monde. La voiture s'arrêta devant la maison. C'était Jean-Luc. « Allume la lanterne du perron !» cria Mathilde Daguerre. Elle se leva et courut à Hachis-Fenêtre avec la vivacité de la jeunesse. Claudine affectait l'indifférence. José murmura, le cœur battant, la belle machine. Ce n'était que la voiture de Langon, dont Jean-Luc se servait habituellement, mais, dans la famille Daguerre, on ne le savait pas. La porte s'ouvrit devant Jean-Luc. Il s'arrêta un instant sur le seuil, ôta son chapeau, il était admirablement vêtu, il embrassa sa belle-mère et Claudine, posa un instant la main sur l'épaule de José, un homme maintenant. Le premier changement qui frappa José fut celui de cette voix dont il se souvenait si bien, mieux que du visage, mieux que des paroles de son frère. Il se rappelait cet accent, volontairement dépouillé, uni, neutre mais où chaque mot frémissait de passion contenue, d'une sorte de pathétique contractée. Maintenant, elle était, sans effort apparent, égale et douce avec à peine une très légère inflexion de sarcasme et, à d'autres instants, de fatigue. Jean-Luc avait maigri, il parlait extrêmement peu, il écoutait avec une attention semblable à celle du chat à l'affût, il avait appris cela, peut-être à son insu, de Calixte Langon, dans ses meilleurs moments. Puis, tout à coup, un masque de glace recouvrait ses traits, les yeux avaient une expression aiguë, moins dure qu'autrefois, plus prudente, indéchiffrable. De tout ce qu'ils disaient tous les trois, son frère, sa mère et Claudine, inventaire, héritage, rien ne parvenait aux oreilles de José, mais avec quel intérêt passionné regardait son frère. Jean Éthique avait à peine et compagnie, des rides sur les murs, sur les meubles Liselle, 111, 11 éveillait en lui aucune émotion. Cela est bien c'est José c'est, l'être ainsi. On doit se défaire des souvenirs. Mire serpent se dépouille d'une vieille sornière le, moi, à sa place. Lui point. Aux élections H tressailli d'espoir 131, 1, RT, I, RCUF, I, IPLUIF, pourquoi pas député, bientôt ministre 11 Léon, Luc serait j'aurais PRCS de Jean-Luc le rôle de celui-ci auprès là en logo N bonheur, il faut vivre avant tout, était-il heureux, mais qui se soucie Vurgeturs, du défendait RE, des griffes et des dents, se défendre contre le chaume, José n'avait pas bougé de sa place, devant la fenêtre ouverte. Madame Daguerre ne parlait avec agitation. Jean-Luc écoutait, les yeux à demi clos. La voix perçante de Claudine s'éleva, et, un instant, essaya de couvrir celle de Mathilde. José entendit, il n'y a pas, dans toute cette maison, un homme.
La voix perçante de Claudine s'éleva, et, un instant, essaya de couvrir celle de Mathilde. José entendit, il n'y a pas, dans toute cette maison, un objet qui vaille plus de 10 francs. Il y a, dit sa mère avec aigreur, des souvenirs qui sont chers à ton frère non à cause de leur valeur marchande, mais des sentiments qui s'y rattachent. N'est-ce pas, Jean-Luc? José n'entendit pas la réponse. Il s'était glissé hors de la maison. Il attendrait son frère dans le jardin, partirait avec lui. Il le verrait un moment, sans témoin, il obtiendrait de lui, peut-être, non pas une aide, mais un conseil. Qui sait, il se sentait tout à coup faible et seul. Quand Jean-Luc parut, José s'élança et demanda d'une voix entrecoupée par l'émotion, « Est-ce que tu voudrais me prendre avec toi à Paris point? J'ai promis à un camarade. Il me jettera n'importe où, en arrivant. » Jean-Luc le toisa avec un imperceptible sourire, 137-2 en parlant avec José, en l'écoutant Jean Ier, UC, pour la première loi sentait couler au rond de soi-même ce flot de durée dont on prend si rarement conscience. Pour José, il était déjà un homme arrivé, mûrissant, lui qui se voyait encore au seuil de sa carrière, entouré comme il l'était pâle des vieillards. Il sourit, mais son cœur était lourd. Il enviait José. Aux yeux de José, la réussite gardait encore sa beauté de songe, son prodige. Pour lui, ne l'ayant pas atteinte encore, il commençait à soupçonner cependant qu'elle n'existe pas. Il y a des succès partiels, empoisonnés par le doute de soi, l'amertume, l'envie, la peur, mais ces sensations aiguës que donne le triomphe, tout ce que ce petit José imaginait sans doute, cela, c'était des rêveries d'enfant. Il restait toujours quelque chose de plus à obtenir, quelque chose de plus rare, de plus difficile, d'inaccessible. Il restait les rivaux, il restait la peur de l'échec. À l'âge de José, l'échec lui-même était exaltant, la jeunesse trouvait une sombre jouissance au fond du malheur, du désastre. Pour lui, il était impossible de les supporter même en imagination. Quand il pensait à la possibilité de l'échec aux élections prochaines, il éprouvait à l'avance un sentiment de honte intolérable, qui détruisait en lui toute joie, mais quand il songeait qu'il obtiendrait ce mandat de député, la clé de la carrière, il ne ressentait pas de plaisir. Eh bien oui, il ressemblerait à Langon et le sourd. Il posséderait ce que Langon et le sourd préféraient à la vie même. Et après, comme ce petit José regardait l'auto, les vêtements de son frère, avec quelle déférence il lui parlait, avec quelle admiration il l'écoutait. Un instant, Jean-Luc goûte à la paix, si rare au cœur de l'ambitieux. Ce chemin qu'il trouvait si long, si lent, représentait aux yeux de José une carrière d'une rapidité prodigieuse, un éclair. L'éternel mécontentement de soi s'apaisa, s'effaça. Il demanda, « Que vas-tu faire à Paris? » « Rien. Mais je serai une nuit loin de la maison, tu comprends? » « Je comprends. »« Tu es heureux? » demanda tout à coup José à voix basse. Jean-Luc songea, « En ceci, il ne me ressemble pas. Je n'aurais jamais demandé ça si, brutalement. Il a moins de prudence que moi, moins de patience. » José avait gardé une peau de fille, d'une finesse extrême, qui, à la moindre émotion, laissait voir le flot de sang monter à ses joues. Il considérait son frère avec anxiété. « Que puis-je lui dire ?» songea Jean-Luc. Relativement à lui, sans doute suis-je heureuse, il dit à voix haute. Pour toi, le bonheur, qu'est-ce que c'est? L'amour des femmes, l'argent, l'ambition satisfaite. Oh, l'amour, cela, c'est facile à atteindre. Et l'argent, dans le sens où on l'entendait autrefois, après la guerre, je crois que cela n'existe plus. Je veux dire, il n'y a plus de romanesque de la finance. N'est-ce pas, dit-il en cherchant ses mots et visiblement irrité contre lui-même de les trouver avec tant d'efforts et si pâle. Aujourd'hui, il y a la politique. Ta mère m'a dit que tu allais vivre à Riom. Oui, fit José avec un soupir. Bah, dit Jean-Luc, là-bas aussi, y trouver sa nourriture. Elle est à peine différente, et la réussite est à peine différente. Tu te moques de l'innocire? Est-ce pas moins que tu ne as Paris? Jean-Luc Fianti laisse son frère dans un restaurant des champs de accent aigu et R avait beaucoup de l'annonce, un premier, du type, songeait-il, qui peut plaire à un adolescent avait oublié que lui à l'âge de José, même, y autre désir. Il le présentait à certaines de ses femmes, mais José restait de glace. Il était tard. Jean-Luc regarda à 1 heure, partons maintenant. Veux-tu que un piézote te ramène au Vésinet? Oh non, je t'en prie. Où vas-tu coucher? Chez moi à 9? Non.
Non, ne t'occupe pas de ça, j'ai des amis qui me prêteront un lit pour la nuit. P.A. Partons, puisque tu es pressé. J'ai encore un coup de téléphone à donner, dit Jean-Luc. José s'arrêta au seuil de la cabine téléphonique. Son frère le poussa légèrement par l'épaule. Entre, voyons. Il demanda le numéro de Calixte Langon. Il lui parlait depuis un instant, quand il vit tout à coup le regard de José fixé sur lui, plus que les femmes, plus que l'apparence de la richesse, plus que l'auto, ce que José enviait, c'était cela, son intimité avec Langon, le fait d'être entré dans ce monde qui dispense la richesse et le pouvoir. Quand ils sortirent, José dit « Cela doit être ridicule, mais je t'envie désespérément. J'ai devant moi une vie si difficile, si étroite, et toi. Mais comment faire? Quel est le secret point? Est-ce qu'il y a un secret point? Est-ce que c'est le travail, ou la chance, ou l'intelligence? Que faut-il point? Dis-moi, moi aussi, je voudrais arriver, réussir. Oh, je te parle ainsi, parce que tu m'as fait boire. Je n'aurais pas osé, autrement. Tu vas te ficher de moi, hein? Mais ce ne serait pas bien, ni de me dire, je suis arrivé, ça ne va pas le voyage, que veux-tu que je te dise, dit Jean, Hussé en haussant les épaules, il faut connaître les hommes. Cela, sans doute, est le seul secret, mais ça ne s'apprend pas, on les connaît d'instinct, ou jamais. Il tendit la main à José, bonsoir, petit. José, les yeux baissés, murmura, bonsoir. Jean-Luc le regarda descendre lentement l'avenue des Champs-Élysées. La longue promenade dans la nuit, dans la pluie, la rêverie éveillée parmi les passants qui ne connaissent pas votre nom, ni votre visage, l'espoir ardent qu'un jour ce nom sera célèbre, le désir de réussite et d'action, qui mord le cœur comme jamais aucun amour, plus tard, ne le fera, et les petits bistrots dans l'ombre, les amis, les garçons qui vous ressemblent, les longues veilles fiévreuses, le doux sommeil. Tout cela était le lot de José maintenant quelque temps auparavant clan Parnasse. En un du Cavérancon à l'ancienne maîtresse de Douai 11, un aimant, Dgan était RT pour lui, vie, songeait-il, mais de la plaie secrète plus que l'un, DEMANT, était allé vers Marie, il lui avait parlé non pas de Dourdan car le nom n'eût pas passé ses lèvres mardi d'elle-même, cherchant à apprendre ainsi UM Redan était devenu, si sa peine était terminée. Marie non plus n'avait pas prononcé ce nom point. Jean-Luc apprit qu'elle habitait encore rue Férou et il ressentit le désir de revoir cette chambre. Pourquoi point? Sans doute le même désir qui le poussait vers le quartier latin, où il avait vécu, vers ce Montparnasse où il avait tant de fois dîné d'un croissant et d'un café crème, vers le Vésinet, enfin. Là seulement, en mesurant le chemin parcouru, s'apaisait dans son cœur une insatisfaction profonde, presque physique. Ainsi, quand il suivait une fille rencontrée dans la rue, quand il montait avec elle dans un triste garni, il cherchait, par le souvenir de la misère passée, à aiguiser le plaisir présent. Les rideaux d'Andrinople rouge, les draps froids, la tapisserie pâlie lui rappelaient que, tout à l'heure, il retrouverait une maison commode et belle, et cette Édith qu'il avait tant désirée. Les seuls moments, songeait-il, où l'image d'Édith redevenait précieuse. Marie était une femme petite et fragile, qui paraissait à la fois très jeune et lasse avant l'âge. Elle avait 143 réussir. Je te parle ainsi, parce que lui m'a fait boire. Je n'aurais pas osé, autrement 1111 va te ficher de moi, mais ce ne serait pas bien, ni de me dire, je suis arrivé, ça ne vaut pas le voyage, que veux-tu que je te dise, dit Jean-Luc en haussant les épaules, il faut connaître les hommes. Cela sans doute, est le seul secret, mais ça ne s'apprend pas, on les connaît d'instinct, ou jamais. On tendit la main à José, bonsoir, petit. José, les yeux baissés, murmura, bonsoir. Jean-Luc le regarda descendre lentement l'avenue des Champs-Élysées. La longue promenade dans la nuit, dans la pluie, la rêverie éveillée parmi les passants qui ne connaissent pas votre nom, ni votre visage, l'espoir ardent qu'un jour ce nom sera célèbre, le désir de réussite et d'action, qui mord le cœur comme jamais aucun amour, plus tard, ne le fera, et les petits bistrots dans l'ombre, les amis, les garçons qui vous ressemblent, les longues veilles fiévreuses, le doux sommeil. Tout cela était le lot de José maintenant où quelques val avant dans Caliantique avait tant un sard de mire contre Marie Célaï, Liaï, TCSSCS, Ré, Tic, 1, 011, R, l'ANTAR, ce l'HTT, il quétignait de taille. Pourtant,
11F même cherchant et à apprendre ainsi c'est que de redière de point d'alir lien, c'est 1, Marie lui avait parlé non pas de 1 car le nom n'eût pas passé ses lèvres, mais elle était devenue si sa peine était terminée. Marienne, virguline plus n'avait pas prononcé ce nom point. Jean-Luc apprit qu'elle habitait encore rue Férou, il ressentit le désir de revoir cette chambre. Pourquoi? Sans doute le même désir qui le poussait vers le quartier latin où il avait vécu, vers ce Montparnasse, où il avait tant de fois dîné d'un croissant et d'un café crème vers le Vésinet, enfin. Là seulement, en mesurant le chemin parcouru, s'apaisait dans son cœur une insatisfaction profonde, presque physique. Ainsi quand il suivait une fille rencontrée dans la rue, quand il montait avec elle dans un triste garni, il cherchait, par le souvenir de la misère passée, à aiguiser le plaisir présent. Les rideaux d'Andrinople rouge, les draps froids, la tapisserie lui rappelaient que tout à l'heure, il retrouverait une once commode et belle, et s'était dit qu'il était tant désiré. Les seuls moments, songea-t-il, où l'image d'Édith redevenait précieuse. Marie était une femme petite et pente, c'est à la fois très jeune et là avant et HCD et 43 réussir. Oh, je te parle ainsi, parce que tu m'as fait boire. Je n'aurais pas osé, autrement. Tu vas te ficher de moi, mais ce ne serait pas bien, ni de me dire, je suis arrivé, ça ne vaut pas le voyage. Que veux-tu que je te dise, dit Jean-Luc en haussant les épaules, il faut connaître les hommes. Cela, sans doute, est le seul secret, mais ça ne s'apprend pas, on les connaît d'instinct, ou jamais. Il tendit la main à José, bonsoir, petit. José, les yeux baissés, murmura, bonsoir. Jean-Luc le regarda descendre lentement l'avenue des Champs-Élysées. La longue promenade dans la nuit, dans la pluie, la rêverie éveillée parmi les passants qui ne connaissent pas votre nom, ni votre visage, l'espoir ardent qu'un jour ce nom sera célèbre, le désir de réussite et d'action, qui mord le cœur comme jamais aucun amour, plus tard, ne le fera, et les petits bistrots dans l'ombre, les amis, les garçons qui vous ressemblent, les longues veilles fiévreuses, le doux sommeil, tout cela était le lot de José maintenant. Quelque temps auparavant, d'Anne Montparnasse, Jean-Luc avait rencontré Marie-Hur 14 à un café de Harry Bélanger, l'ancienne maîtresse de Dourdan. Dourdan était, pour lui, la plaie secrète, la seule lâcheté vie, songeait-il, mais de taille. Pourtant, il était allé vers Marie, il lui avait parlé, non pas de Dourdan, car le nom n'eût pas passé ses lèvres, et elle-même, cherchant à apprendre ainsi ce que Dourdan était devenu, si sa peine était terminée. Marie non plus n'avait pas prononcé ce nom point. Jean-Luc apprit qu'elle habitait encore rue Férou, il ressentit le désir de revoir cette chambre. Pourquoi point? Sans doute le même désir qui le poussait vers le quartier latin, où il avait vécu, vers ce Montparnasse où il avait tant de fois dîné d'un croissant et d'un café crème, vers le Vésinet, enfin. Là seulement, en mesurant le chemin parcouru, s'apaisait dans son cœur une insatisfaction profonde, presque physique. Ainsi, quand il suivait une fille rencontrée dans la rue, quand il montait avec elle dans un triste garni, il cherchait, par le souvenir de la misère passée, à aiguiser le plaisir présent. Les rideaux d'Andrinople rouge, les draps froids, la tapisserie pâlie lui rappelaient que, tout à l'heure, il retrouverait une maison commode et belle, et cette Édith qu'il avait tant désirée. Les seuls moments, songeait-il, où l'image d'Édith redevenait précieuse. Marie était une femme petite et fragile, qui paraissait à la fois très jeune et lasse avant l'âge. Elle avait la gorge et les hanches minces, un visage sans fard aux joues maigres et fines, des yeux que le sourire n'éclairait pas, qui semblent devenir plus profonds et soucieux lorsqu'elle criait. Ce premier soir, elle portait un méchant petit manteau noir, un collet de fourrure usé, roussi au bord, et sur ses cheveux un béret noir, comme lorsqu'elle était venue chez Jean-Luc, 4 ans auparavant. Depuis, plusieurs fois, ils s'étaient rencontrés, et étaient revenus rue Férou avec elle. Ce long couloir sombre, éclairé à une des extrémités par la flamme du gaz, quand il le revoyait, il lui semblait que le temps était aboli, qu'il allait entrer, voir Édith couchée sur le petit canapé, devant le feu. Il s'arrêtait un instant, au seuil de la chambre, pour contempler, comme je peux vivre. Par le temps qui court,
c'est déjà beau. Ailleurs, indifférent, leur plus cas, rend faiblesse était, le se faire admirer, même par un gamin compliqué. Instant, au seuil de la chambre, pour contempler, comme autrefois, la mince femme livide dans le couloir, un souffle invisible la courbait par moments en tous sens, puis elle se redressait, brûlait droite et immobile. Ici, devant cette porte, il avait posé à terre ses 2 lourds flambeaux d'argent. Comme il faisait froid, ce jour-là, qu'il était misérable, mal vêtu, que son cœur était lourd. Ce soir-là, il s'était juré de conquérir Édith. Il avait voulu se servir d'elle comme d'un tremplin, et elle avait failli être la cause de sa ruine. Peut-être, s'il eût renoncé à Édith, une autre femme, à présent. Jamais, dans sa jeunesse, il n'avait éprouvé un si large besoin de bonheur, de calme. Le calme, il l'avait redouté plutôt que souhaité. Comme tous les jeunes hommes, il n'avait désiré que la bataille, le succès. On songeait à José et l'enviait pour cette force ardente de la jeunesse qui, seule, peut s'embrasser de bonheur. Après avoir quitté José, ce soir-là, il alla chez Marie, lorsqu'il frappait à sa porte et qu'elle demandait qui était là, à l'accent d'espérance et d'angoisse, il devinait bien que ce n'était pas lui, que c'était un autre qu'elle attendait. Il demanda à voix basse, quand il eut ouvert: qui attendiez-vous, N. Lui, elle secoua doucement un tel page. On s'entra, elle le fit asseoir, pique para du terté, endurné petite lampe à alcool. Toute que se taisait. Elle demanda tout à coup: vous veniez ici pour y rencontrer Eclitsarla, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez connue, je l'ai connue autrefois. Elle est votre femme maintenant. Cela devrait être le bonheur. Je ne sais pas, peut-être, dit-il lentement. Il éprouvait un sentiment étrange, le désir de se faire plaindre, de raconter à cette femme qu'il connaissait à peine, la tristesse, les déceptions de sa vie. Cependant, il eut honte et se tut. Elle dit: moi aussi, j'avais épousé un garçon que j'aimais et qui m'aimait, mais je n'ai pas été particulièrement heureuse. Elle regardait fixement la fenêtre ouverte, pleine de ténèbres. Elle contemplait l'ombre béante avec désir, avec désespoir. Il demanda: vous n'avez pas de famille, vous n'avez jamais eu d'enfant? Je n'ai jamais eu d'enfant, et je me suis brouillée avec les miens au moment de mon divorce. Je n'ai plus personne. Vous travaillez? Oui, je suis secrétaire, dactylo, avocat conseil, tout ce que vous voulez, dans une petite affaire de contentieux. Il me paie mal, irrégulièrement, mais, enfin, il me paie. Je peux vivre. Par le temps qui court, c'est déjà beau. Je pourrais vous aider. Elle ne répondit pas d'abord, puis, je n'ai besoin de rien. Il la regardait avec étonnement, cette passe violesque, par désir de montrer son pouvoir. Ces hommes politiques, rigoleurs, gouailleurs, indifférents, leur plus cas, rend faiblesse était, le se faire admirer, même par un gamin comme Kikanidil était encore, à leur vœu, tic prouver leur puissance. T-un-N-mot, 1111, rire la bouffée d'un cigare, un voyons, mon petit, mais, moi seul pourrais arranger cela. Laissez-moi centime. La place convoitée était obtenue plus facilement que par un labeur surhumain. Ce n'était pas, loin de là, la fortune, mais 3000 francs par mois ici, 4000 là. Cela donnait la possibilité de recevoir, de s'habiller, d'agrandir encore le cercle des relations et des chances que ces relations engendraient. Que venaient faire là-dedans les rêves de pouvoir et d'ambition? Point. La réussite, quand celle-ci est lointaine, a la beauté du rêve, mais, dès qu'elle se trouve sur le plan des réalités, elle paraît sordide et petite. En face de Jean-Luc, sur le canapé blanc éclairé par une lampe, Édith était à demi étendue, ses beaux bras nus libres dans de larges manches. Elle était extrêmement belle, les formes un peu lourdes, les mouvements lents.
mais son visage était d'un éclat d'une qualité de peau incomparable. Elle portait un peignoir de satin blanc qui découvrait des épaules opulentes et d'un grain serré et lisse comme marbre. Ses cheveux blonds étaient noués sur nuque, et elle les touchait par moments, d'un geste distrait et lent, comme on flatte une bête favorite. Un bel animal, songeait Jean-Luc. Rien, pas un atome d'amour ne demeurait dans son cœur pour cette femme, autrefois si ardemment désirée. Il était venu à elle avec tant d'amour. Jamais il ne lui avait pardonné. Il pensait maintenant qu'Ellie était responsable de son désenchantement profond lorsque la jeunesse a été pleine, ardente, que le Xe a eu sa nourriture, tout va bien, un certain épilet intérieur est atteint, mais ici, cet amour avait été altéré par le désir de vengeance, par l'intérêt, le calcul. On avait eu tort, peut-être, de ne vouloir aimer que ce qui méritait de être lu. Être le don gratuit de soi était la seule marque visible. L'amour fronça les sourcils if amour, il chose, du moins était certaine, seul est un sentiment indigne dur, homme. Il était un homme maintenant. G.M. Tanzo avait aimé un, lit autant de l'extir sur nos jeunesses l'amour, pour longtemps qu'il était, eût dû avoir, tes places, en c'était être tout-puissant, et maintenant, désenchante, repu. L'autre souci, d'autres passions eussent pris naturellement sa place, mais ainsi il restait une soif, un désir, un rêve. Il poussa un soupir irrité, se leva. Edith tourna lentement ses yeux vers lui, et parut surprise de le voir. Ainsi, lui-même, parfois, oubliait sa présence et semblait s'éveiller en sursaut et songer, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Ils ne s'étaient pas habitués l'un à l'autre. Malgré les années écoulées, les épreuves supportées ensemble, l'intimité conjugale, l'enfant, ils ne s'étaient pas habitués l'un à l'autre et, lorsqu'ils se trouvaient seuls, ils n'éprouvaient pas de détente, mais une gêne inconsciente, le désir d'être délivré d'une présence importune. Elle demanda, avec ce faible accent de colère qui perçait malgré elle dans sa voix, lorsqu'elle lui parlait, « Tu ne te couches donc pas ?»« Non, pas encore. Éteins cette lampe. »« Mais non, l'autre. Tu vois bien que j'ai la lumière dans les yeux. » Il obéit, il s'approcha de la terrasse. Instinctivement, lorsqu'il était dans sa maison, tous ses regards le portaient vers le dehors, vers les rues, ces rues sombres, vides, où, jeune homme, il avait esté longuement vers l'éclaircissement erré, si seul, si misérable, esté libre et abandonné à tous les espoirs. Avec TM soupir, il abaissa le rideau de moire blanche. Ses caprices dit était de se cire uniquement de blanc, de ne il vouloir que le blanc autour. Les 1,11 avaient abaissé maintenant les mains sur ses genoux. Comme elle ressemblait, songea-t-il tout à coup, à belle sœur-là, non par les traits, certes, mais par cette faculté d'attention, d'immobilité, cette zone de mystère et de silence que tous deux avaient su préserver au fond d'eux-mêmes. Mais le secret était sordide, celui de cette femme, comme celui de l'homme mort. La vanité et la sensualité seules se partageaient ses cœurs. Il sortit de la pièce. Dans les chambres du fond habitait le petit Laurent, son fils. Il entra chez lui, le regarda dormir. C'était un gros enfant, beau, mais d'une fraîcheur animale, sans esprit, sans expression, le portrait d'Edith. Il ne s'était jamais attaché à lui, il le considérait toujours avec une secrète surprise. Elle a été semée par moi, cette graine étrangère, la Suissesse, en blouse blanche, cousait sous la lampe. Il posa les questions habituelles sur la santé de l'enfant, sur sa sagesse. Il écoutait à peine les réponses. À cet enfant était venu trop tôt dans sa vie, il était trop occupé de ses ambitions, de ses passions pour lui donner une part de son existence, donner sans rien demander en échange. Cela, peut-être, entre lui et cet enfant, comme entre lui et Edith, avait toujours été l'obstacle. Son instinct profond avait été de donner, mais d'attendre, d'exiger en retour le maximum pour ses dons. Et, sans doute, en ceci, Edith et lui se ressemblaient, comme ils avaient eu peur, toujours, d'être dupes, d'être, en amour, celui qui fait le mauvais marché, celui qui s'abandonne, qui se sacrifie point. Avec quelle âpreté ils avaient ménagé, calculé leur amour, leur amour. Encore cette soif au fond du cœur. À un mouvement brusque qu'il fit, l'enfant se réveilla, écarta ses mèches blondes sur le plusieurs toits, d'Harry pour s'inquiétivir, kaitik cette matic langer artir cri pinir kek 3 heures et c'était une trolley de pâtis elle acceptait aussi lourd.
C.S. Proatic quand lui avec plaisir, avec cette soumission silencieuse qu'il aimait en elle. Un samedi, quand il lui demandait où elle préférait aller, elle répondit après avoir imperceptiblement hésité, d'une voix tremblante qui le surprit, « Barbizon, si vous le voulez bien, le printemps, cette année-là, été glacial, arbre de mai, déjà couvert de feuilles, pleure à sous de froides averses. La forêt entière ruisselait, ciel était bas, gris, dans la plaine, on entendait écho et siffler le vent, dans la forêt, de chaque bran de chaque buisson, l'eau coulait avec le chuchotement pressé d'un ruisseau, la voiture avant lentement. Cahotant dans les ornières, ils avaient qu'à les vitres et la pluie venait toquer doucement qu'on murmurait sans relâcher se plaindre qu'elle tente, dit Jean-Luc, contrarie. Revenons, elle secoua la tête, non, non, je vous en prie. Il se penchait aux vitres, regardait et elle toute idée d'elle cette lumière verte, passant entre feuilles gorgées d'eau, elle paraissait plus pâle, chair presque transparente, et notamment ça, irritée pour Ti, peut être par contraste avec la Bétéati. Quelque ni blanche dit Alio, elle trouvait ses airs contre si plève ses minces, ses yeux cernés, un plaisir mêlé de pitié et de trouble tendresse. À l'hôtel où ils déjeunèrent, la grande salle était vide, déjà sombre, un buisson de lilas, ses fleurs lourdes couvertes de pluie, étaient plantées devant la fenêtre, pressées contre la vitre. Marie repoussa la croisée, caressa doucement de la main les grappes parfumées, mouillées, qu'un faible vent agitait par instant. Il était tard déjà, ils avaient quitté Paris à 2 heures, et le ciel s'assombrissait, noir de pluie. Le déjeuner fut long, paresseux, la maison, le village entier semblait désert. Marie dit tout à coup, « Je suis venue ici une fois, en hiver, il y a longtemps. Il faisait si froid que j'ai passé la journée entière dans ma chambre, dans cet hôtel même. » Elle se tut. Jamais elle n'avait laissé voir sur ses traits autant d'émotion. Il n'osa pas demander avec qui elle était venue ici. Il avait peur d'entendre le nom de Dourdan. Il se versa du vin, le but d'un trait, en reposant son verre. Ses mains tremblaient. Une sensation étrange, aiguë, douloureuse, pénétrait comme un aiguillon le désir que Marie lui inspirait. Après le déjeuner, ils sortirent. Il y avait, dans une rue voisine de l'hôtel, un petit bar que Jean-Luc connaissait. Ils longèrent un mur bas aux pierres descellées, mouillées par la pluie. Marie, à la dérobée, passa la main sur la crête rugueuse, elle semblait caresser un visage ami. La pluie, à chaque instant, cessait et recommençait. On entendait le bruit de l'eau, le chuintement des gouttières et le vent qui sifflait dans la plaine et les champs autour du village. Marie ne parlait plus, elle regardait les maisons, les arbres, la petite quincaillerie, où brillait, parmi les objets de ménage, une étoile d'argent d'un ancien Noël. Elle paraissait reconnaître chaque pierre, chaque détour de la route. Quel souvenir cherchait-il ici? Ils passèrent devant une petite fontaine, à l'angle de 2 chemins. Elle ferma à demi-lait, comme pour mieux écouter le bruit de peau puyeux, se remit lentement en marche. Elle avait ôté le éternel béret noir. Elle tendait son front à la pluie. Ni lui prit le bras, voyant qu'elle chancelait tout assez. Qu'est-ce que c'est, mon petit, demanda-t-il. Cerny. Elle ne répondit pas. Elle releva en frissonnant le col de son manteau. Vous avez froid, point. Venez, marchons plus vite. Elle secoua la tête et sourit, de ce sourire fait, qui ne touchait que les lèvres et laissait les yeux son ambre plus profond encore, brillant de larmes retenues. Les premières lumières éclairaient les maisons, puis on entendit le bruit lourd et lent des contrevampés des locamis sur les portes. Ils étaient seuls, la campagne paraissait plus sombre encore, ils marchèrent plus vite, plus proches l'un de l'autre, il lui rit la main et la tint serrée dans la sienne. À l'horizon, une teinte limpide et rouge parut, et les nuages, tout à coup, semblèrent se soulever, s'alléger, découvrir un vague reflet de ciel clair. Le bar était une petite maison basse, entourée d'une terrasse à piliers et d'un jardin planté de lilas. La salle où ils entrèrent était vide, seule. Une chatte blanche dormait sur une chaise de paille, devant la cheminée allumée. Cet aspect familial, doux s'alliait étrangement au décor du bar, et à l'odeur de vieux et excellents alcools qui imprégnaient les murs. Du feu, quel bonheur, s'écria Marie. Elle tendit la main à la flamme, elle tremblait de froid. Au bout d'un instant seulement, ses joues reprirent un peu de couleur, et il poussa un profond soupir. C'est délicieux, point. Elle sourit à Jean-Luc et lui tendit la main, d'un geste d'enfant qui le toucha. Merci. Il la prit doucement par les épaules.
Chacun de nous a ses soucis, ses mauvais souvenirs. Oublions-les pour une heure. Regardez, voici du feu, une chatte, Tafono, il merveilleux champagne, si vous voulez, vous l'aime, point d'interrogation, que faut-il de plus? Il avança de ANTH cheminée un rocking chair et un coussin, par ces 7 ans de chien il ne viendra personne. Nous resterons ici tant qu'il vous plaira. La patronne, une femme aux cheveux blancs, coiffés en couronne autour d'un visage vermeil et souriant, vint prendre les ordres. Elle, ayant servi à boire, se retira, les laissant seuls. Ils ajoutèrent du bois au feu, versèrent dans les verres le champagne si vieux qu'il ne contenait presque plus de mousse et que sa couleur d'or tournait au rose. Le phono jouait. Par moments, le seuil mouillé s'éclairait sous le phare d'une auto perçant la brume, mais elle s'éloignait aussitôt. Il commençait à faire chaud dans la salle. Jean-Luc ouvrit les fenêtres et, sans parler, ils écoutèrent le bruit de la pluie qui s'égouttait sur les feuilles, qui coulait sur le sol déjà mouillé d'eau. Le pénétrait avec un chuchotement léger et pressé comme une caresse. La nuit était venue, une nuit froide et pleine de brouillard, presque une nuit d'automne. La patronne ouvrit la porte pour demander s'il n'avait besoin de rien. Quel dommage qu'il fasse ce vilain temps, monsieur. Vous auriez pu dîner dans le jardin. Nous avons de si beaux lilas, madame, et, pourtant, il leur a manqué de soleil. Est-ce que monsieur et madame restent jusqu'à demain? Non, dit vivement Marie. Jean-Luc murmura, nous ne savons pas encore. Un CIC demain, dans 1,1 nuit de téléviernalité CNANR ont TC, lié d'un 1,11 Naël Nabonknq%, Telti qui hier, ND, 1, Nuknton, CCDC Yatla 11 Liandra Klontata Laïk, Iturzit, Réchi Udita et puis le bras des 11, IP, U les longs des alques mouillés d'une rime recernelle CUDC bans alques qui avec connant le TL Prtensir brûlait faiblement sous les arbres. Édite comme à l'ordinaire, était vêtue de liant, rien ne donnait plus d'éclat à sa beauté. Langon, par moments ramenait sur les épaules de la jeune femme la courte jaquette d'hermine qui glissait à demi. Jean-Luc regardait le manège sans le voir. Édith vivait à ses côtés, dans sa maison, et n'occupait pas davantage son esprit qu'un meuble. Ils montèrent dans l'auto. Langon pérorait. Il était assis auprès d'Édith dans la voiture. Jean-Luc efface les bras croisés, les yeux baissés. Quand il passait sous cage de lumière d'un bec célié, Édith portait lentement, avec affectation, sa main à ses beaux cheveux, les caressant, lissant le chignon lourd, noué bas sur la nuque et en pris. Point mu dans une rossille dorée si est la mode de cet IT1, Inote 6-0, 0 pied lisse ses ongles et le diamant A, on dote, 2. Témou, lingote de son côté, se rejetait pour cent escaton de la yacht l'ITC et s'anétale un instant de parler, son visage elle tue, mettait des ses joies, tête unie, il projetait en avant, au lait cola de ses dents il innoadait fuito inipoit un son l'bgatk. Jean-Luc revoyait son Langon, 4 ans auparavant, comme il était gai présent bien partant, gras, heureux, admirable Langon. UNC ces temps-là il avait demandé à Jean-Luc de le tutoyer. Maintenant, lorsque Jean Haïe lui disait « Fut », le ministre avait un petit mouvement, l'irritation, tu sitôt dissimulé sous un rire cordial, un mon bon petit Daguerne, va, il lui frappait l'épaule, disait en ouvrant les bras de ce geste large qui découvrait le cœur, il ira loin, le gamin, s'il veut m'écouter. Lentement, il abaissait ses bras, l'habitude de la tribune faisait que chaque geste était prolongé plus longtemps qu'il n'est nécessaire dans la vie courante. Même ici, entre Jean-Luc et Édith, lorsqu'il prononçait les paroles les plus simples, il les accompagnait du mouvement de la main levée pour attirer l'attention, comme s'il eût parlé à une foule innombrable, et cette main, il la laissait un long instant immobile, comme s'il eût voulu permettre aux spectateurs de la bien voir, car il savait que la perception des gens est lente. Puis, il l'abaissait lentement, lourdement, avec une affectation de puissance napoléonienne, sur son genou. Jean-Luc se souvenait de ses pleurs. Oui, il avait pleuré plus d'une fois dans ses bras, ce bon Langon. De vraies larmes, amères et pesantes. Comme je m'acharne sur lui, songea Jean-Luc, est-ce que je l'envie? Mais sans doute, mais certainement. Je voudrais sa place. Je voudrais être à ce moment de l'existence où tout est déjà lancé, projeté en avant sur une route sûre. Dans chaque carrière, après le démarrage, il y a comme un moment d'arrêt. La machine hésite, le destin hésite, on ressent à la fois l'usure nerveuse et une profonde impatience, et très bas,
profondément scellé